Bon, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Legrain qui nous fait le cadeau d'un magnifique roman, un roman très original. Donc, vous le connaissez peut-être aussi comme homme de radio, bien sûr, on en reparlera tout à l'heure, mais il a consacré un roman, en fin de compte, assez original au cimetière de Montmartre. Hein. Donc ça se passe dans un cimetière, mais paradoxalement, c'est plein de vie, de rebondissements. On a vraiment le sentiment que la vie ne s'arrête jamais au cimetière de Montmartre. Hein. C'est un côté rassurant. Alors, ce cimetière de Montmartre, bon, beaucoup ont eu l'occasion de s'y promener. C'est un des endroits nichés au cœur du 18e qui a le don d'être assez romantique, hein, malgré tout, hein, tout à fait, hein, et où anonymes et célébrités se côtoient. Et alors, il y a ces deux mondes qui se côtoient en permanence, le monde des défunts et le monde des vivants, qui sont là soit en curieux, soit aussi des fois, hélas, pour célébrer un proche. Ces deux mondes se côtoient. Et donc, comme je le disais, donc, on ne s'y ennuie pas, tout comme dans ce roman, que je trouve absolument formidable, plein d'originalité. Donc, c'est l'histoire du petit Victor. Et on découvre très vite que le repos éternel n'existe pas trop. Enfin, il y a quelque chose qui m'a interpellé d'emblée dans le roman, Cédric, c'est que vous faites une catégorie entre les défunts. Il y aurait une règle dans ce cimetière, alors elle est peut-être pas vraie dans l'autre là, hein. Après on en reparlera, mais au en tant que romancier, dans votre cimetière de Montmartre, vous faites une distinction entre les défunts, selon Oui, la manière dont ils sont morts. Si vous tout à pouvez nous fait. raconter ça. Tout à fait. Avant toute chose, bonjour Christian, merci de m'accueillir à votre micro dans ce nouveau concept de chaîne YouTube. C'est un vrai plaisir de faire partie de ceux Merci qui Cédric. l'inaugurent actuellement. Bah, écoutez, bravo, bravo en tout cas Christian, parce que c'est grâce à vous qu'on ouvre le sujet et les esprits. Donc je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis oui, bah, Victor, oui, je dis ceci, les deux, bah, on est dans un cimetière. Il y a forcément ceux qui se rendent au cimetière, quelle que soit la raison, on est à Paris. Donc il y a ceux qui vont à Paris, au cimetière de Montmartre, comme au Père-Lachaise, par exemple, pour visiter le lieu, parce que comme vous dites, c'est très pittoresque, c'est très romantique. Il y a des personnalités qui sont enterrées, il y a des stèles qui sont magnifiques, hein, Bon, il y a des des noms rosaces. célèbres, oui. C'est vraiment, non, c'est vraiment un lieu très, très joli. Puis tout est très pittoresque, romantique. En effet, c'est des petites allées, il y a des petits bancs partout, il y a des chênes, des marronniers, il y a des oiseaux partout, il y a des petits chats qui circulent. Donc, on est loin du cimetière austère où on n'a pas envie d'y mettre les pieds, où les corbeaux croassent. On est loin de ça. Voilà. Donc, oui, il y a des personnes qui se rendent au cimetière pour le visiter. Il y a ceux qui se rendent simplement parce qu'ils enterrent quelqu'un, une cérémonie, hein. Donc là, c'est un peu moins enchanteur, moins gai. Donc ça, c'est le monde des vivants. Premier postulat, il y a le monde des vivants, voilà, ceux qui côtoient, qui visitent le cimetière, en tout cas qui s'y rendent. Et puis, il y a le monde des défunts, bah, c'est toutes les pierres tombales, il y en a plus de 25 000 au cimetière de Montmartre, qui a été inauguré en 1825, ça fait rendre ma part. Et bah là, ce sont les défunts qui sont présents dans leur dernière demeure. Et ben, quand on a 25 000 âmes, parce qu'on considère que quand on est décédé, l'âme est présente, s'échappe du corps physique. Donc je me suis dit, donc il y a deux catégories de personnes, il y a les vivants et en gros, et il y a les âmes des défunts. Et si ces personnes rentraient en contact, si elles le pouvaient, a priori elles le peuvent, parce qu'on parle de médiumnité, donc c'est assez taquin, mais je me dis, bon, Tout à bah, a fait. priori, c'est pas farfelu l'idée, l'image. Donc puisqu'on peut communiquer avec l'au-delà, en tout cas certains ont la faculté, je me suis dit, pourquoi pas imaginer que les deux mondes puissent rentrer en relation, simplement, postulat de départ. Après, ben, il faut instaurer une intrigue, des personnages, et puis c'est ce que j'ai fait à travers Victor. Et de façon plus que réussie, hein. Ah ben, je vous remercie, Hein, parce que le petit Christian. personnage Victor, justement, aussi, on voit il fait de belles rencontres dans Oui, ce oui, cimetière. oui. Tout à Puis fait. l'idée de prendre un enfant plutôt qu'un adulte pour jouer le rôle du personnage principal, c'est tout de suite, on rend le sujet plus abordable, moins sérieux, c'est plus ludique. Voilà, moi, dans le roman, j'aborde le sujet de l'après-vie, donc,
Qu'est-ce qu'il en est des connaissances actuelles? Alors, ça évolue, hein. Moi, j'ai écrit le roman en 2016. Il est paru en 2017 dans sa version originale aux éditions Cinq Sens. Donc, alors, j'ai pas voulu faire comment dire, un livre scientifique sur le sujet de l'après-vie. Il y en a dont c'est le métier, qui font des recherches, des scientifiques. Moi, ça reste un roman. C'est un roman, c'est un divertissement. C'est une fiction dans le sens que l'histoire est inventée. Maintenant, tout est vrai. C'est-à-dire que le cimetière de Montmartre, il existe. Voilà. Les allées, tout est vrai, tout est vrai. Le moindre banc, le moindre petite place, la moindre petite fontaine est vrai. D'ailleurs, au début, au début du roman, j'ai inséré le plan du cimetière qui était remis jusqu'à présent aux visiteurs, le plan officiel qui m'a été accordé gracieusement par la mairie de Paris et le bureau des conservations qui se situe à l'entrée du cimetière. Ils m'ont dit gracieusement, parce que vous communiquez sur le site, vous nous faites de la publicité, on vous l'offre gracieusement. Vous avez le droit donc de l'insérer au début du roman. Et dans la trilogie, donc 3 chapitres pour l'instant, à chaque fois, je remets à l'entrée de mon roman, je remets le plan et la liste des personnalités qui sont inhumées sur le site. Mais ce qui est formidable, c'est que ce cimetière, vous avez réussi à le faire vivre. En fin de compte, Oui, lui donner une notion très, très présente, très contemporaine, même quand vous racontez l'épisode des comités de quartier, que c'est Zola qui annonce les nouveaux arrivants, à un moment il passe oui, par là oui, oui, Stendhal, tout oui, ça, c'est oui, très, très oui, amusant. Et puis cette idée de faire de belles rencontres, au départ, c'est ce qui amuse beaucoup le petit personnage Victor. On le voit par exemple un moment à côté d'une belle femme, d'une robe drapée de noir avec les cheveux cuivrés. On comprend que c'est Dalida qui après va l'aider dans le roman. Tout ça, c'est très, très sympathique. C'est fait avec beaucoup d'intelligence. Alors, ma question tout à l'heure, oui, c'est qu'il y a un postulat qui m'a paru curieux dans la fiction de ce roman. C'est que l'âme serait brisée en cas d'accident et donc, les personnes qui auraient l'âme brisée en cas d'accident ne pourraient pas plus se promener dans le cimetière. Alors, oui, j'ai oui. trouvé ça Alors, original comme concept. oui, parce que quand j'ai imaginé l'histoire, alors il y a tout ce qu'on a vu à l'instant, les personnages qui ont vraiment existé, comme Dalida, Stendhal et tous les autres qui sont cités, qui reprennent une seconde vie sous forme d'âme dans le Voilà. roman, à la rencontre des vivants. Mais il a bien fallu créer une histoire autour. Et puis j'ai imaginé, parce que ça me faisait rire au début, puis je trouvais ça très, très, pourquoi pas, assez sensé. J'ai dit, je vais imaginer que les âmes ne peuvent s'extraire du corps physique qui est, qui est éteint uniquement si la mort a une origine soit de maladie, enfin c'est surtout une maladie, mort naturelle. Par contre, un décès suite à un choc violent, donc un accident, quel que soit l'accident, l'âme est bloquée. Elle ne peut pas s'échapper du corps physique. C'est un postulat de départ que j'ai mis en place pour le roman. Voilà. Il n'a rien de scientifique, hein. Non, C'est bien une, sûr, mais c'est j'ai une trouvé fiction. ce Voilà. postulat Voilà, original. donc c'est un postulat de départ, c'est-à-dire que quand on meurt d'une mort naturelle ou suite à une maladie, en gros qu'on n'a pas, voilà, qu'on a subi, voilà. C'est-à-dire que l'âme n'est pas abîmée en soi, donc hop, l'âme va pouvoir s'extraire au moment du décès et donc vivre une seconde expérience, c'est ce qu'on appelle, voilà, là, c'est une fiction, j'extrapole un peu, mais c'est cette fameuse notion de l'après-vie, comme quoi l'âme s'échapperait du corps et il y aurait une entre-deux-vie, puis après elle se réincarnerait. Voilà. Alors, il y a Je des n'ai pas choses. abordé, j'ai pas abordé dans le premier chapitre le thème de la réincarnation, ça faisait beaucoup dans un roman, mais je l'aborde dans les autres, entre autres. Voilà. Donc le postulat de départ, c'est ça, oui. On ne peut vivre une seconde vie au sein du cimetière de Montmartre lorsqu'on est décédé que si notre mort est liée à une maladie Voilà. ou à une mort naturelle. Alors, tout ça, c'est Voilà. une règle propre au cimetière de Montmartre, dans votre esprit de romancier. Et puis, il y a deux autres règles aussi. Alors, il n'y a pas de permission de sortie. Oui. Et puis, on n'a droit à aucun échange avec les vivants. Ah ben, alors voilà, ça c'est le postulat de départ du roman, c'est que c'est deux mondes différents qui n'ont pas lieu de communiquer entre eux par Voilà. principe. Voilà. Hein, dans le monde réel, nous, dans le monde des vivants, on a les médiums qui communiquent, mais ça reste des exceptions. Voilà. C'est des personnes qui ont des facultés. Mais dans la vraie vie, quand on est parti, on est parti. Voilà. Donc il n'y a pas de communication. Voilà. Mais dans le postulat du roman, et on en revient à cette notion d'âme, a priori, la vie continue après la mort Voilà. physique. Ben, Donc, il y a même des fêtes. On peut y tomber amoureux. Même. oui, mais oui, parce que c'est une autre vie, on le dit. Voilà. Après, de toute façon, il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que de toute façon, quand on décède, après, on vit sous une autre forme, une seconde vie plus lumineuse, plus subtile.
Mais c'est ça le postulat de départ, en fait. C'est simplement ça. Donc oui, il se passe des choses. Il y a des règles que j'ai établies, c'est des postulats de départ. C'est qu'on ne peut pas, les deux mondes ne sont pas censés communiquer entre eux. C'est possible, mais ne sont pas censés communiquer entre eux. Victor va, comment dire, créer une petite brèche. Oui, Victor va toutes ces créer une règles, brèche. en fin de compte, ces Voilà. règles, c'est trop demandé au petit C'est Victor. trop demandé à Victor, c'est un enfant, d'où l'intérêt d'avoir Voilà, choisi aussi un enfant, c'est qu'il va voilà, faire la boulette, comme on dit, il va mettre en voilà. relation, il va ouvrir une faille entre les deux. Le problème, c'est que les vivants ne sont pas censés voir les défunts, de toute façon, on ne les voit pas, ce sont des fantômes, hein, on va dire concrètement. Les défunts, eux, nous voient, nous les vivants, circuler dans le cimetière, ils nous voient, parce que nous, là, on est de la matière. Eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas. Et voilà, et donc, ces deux corps ne doivent pas se rencontrer. Victor va rompre la règle, va franchir la ligne rouge. Les vivants, enfin lui, en tout cas, il va mettre en relation les deux, sachant que dans le monde des défunts, ça qui est sympa dans le roman, c'est que les défunts entre eux ont l'autorisation de quitter l'enceinte du cimetière pour retourner voir le monde des vivants et donc leurs proches, leurs bien-aimés. Hein. Il faut être Ils ont la rentré avant possibilité. minuit. Mais pareil, tout ça, en effet, Christian, c'est que tout ça est réglementé. C'est qu'on ne peut quitter le cimetière qu'à partir, en gros, de la nuit tombée. Donc, Voilà. souvent, c'est l'hiver à 20 heures, ou souvent, dans le roman, Oui. ça se passe l'automne. Donc, c'est à la nuit tombée. Et par contre, il faut être de retour dans l'enceinte du cimetière avant le 12e coup de minuit. Dieu sait Voilà. qu'à Montmartre, les cloches, il y en a plusieurs qui Et sonnent alors, autour. Donc, on le sait, si on c'est ce est, qui si fait on un est à peu cheval sur les coups de minuit. qu'il y a un véritable suspense dans le livre. Oui, parce que dès Tout à qu'on fait. intègre la notion de Hein? temps, on peut Mais oui, intégrer la notion de oui. course. Voilà, Course après le temps. Et voilà. là, quelles que soient les raisons dans le roman, Victor est amené avec d'autres défunts, avec des défunts à quitter le cimetière, on sait qu'il le peut à la nuit tombée, par contre à minuit d'être de retour. Et les événements extérieurs qui l'amènent à sortir vont des fois le mettre un peu en situation d'urgence, de devoir vite rejoindre l'enceinte du cimetière. Le cimetière de Montmartre, et ça c'est vrai, vous avez le portail principal qui se retrouve dans l'avenue Rachel, qui est une impasse, et puis, vous avez deux, trois autres accès, c'est des petits portillons très discrets. Et moi, pareil, c'est vrai, hein, vous avez des petits portails en bois cachés au fin fond de telle division, parce que le cimetière est divisé en divisions, où Victor va s'immiscer avec d'autres âmes éventuellement ou d'autres personnes. Ils vont ouvrir le portail, il faut le déverrouiller. Donc, les défunts ont appris à un peu, vous savez, un peu comme souvent on considère que à la maison, tiens, j'ai un objet qui a bougé, c'est bizarre, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison, un fantôme? Dans les défunts, en fait, ont appris, certains, à manipuler les objets. Donc nous, on les voit bouger, on voit que l'objet bouger, on ne voit pas la main. Mais voilà, donc tout ça, ça fait un petit peu de magie, un peu comme dans les films un peu de Poltergeist, des films de Par- fantastique. Voilà. Et Victor, donc, il va être amené à sortir du cimetière avec d'autres âmes, mais sous la contrainte de devoir surveiller le temps qui passe, parce que à minuit, les 12 coups vont sonner dans Montmartre, et s'il n'est pas rentré avant minuit, lui ou les autres d'ailleurs, hein, il y a une règle qui est radicale. Si le défunt n'est pas rentré au 12e coup de minuit, il se retrouve bloqué à l'extérieur, donc il va dans les limbes de l'enfer. Et en gros, ça implique quoi? C'est que au moment précis du 12e coup de minuit, dans le monde réel, un proche de ce défunt, un bien-aimé, va mourir sur le champ, quelle que Mais soit la raison. c'est que Thanatos, il veut son compte C'est ça, on parle de d'âme dans le Thanatos, en effet. cimetière. Oui, oui, voilà. Donc, en fait, le roman, oui, on traite de l'après-vie, mais c'est un roman, c'est une fiction, il y a plein de choses Voilà, autour, c'est voilà, très, c'est très riche. Il y a des codes à respecter, voilà. à pas respecter, il y a des courses contre la montre. Puis moi, je me suis régalé en l'écrivant parce que les chapitres s'enchaînent les uns aux autres. J'ai toujours fait en sorte qu'il y ait un rebondissement Voilà, à chaque fois c'est pour vous inciter à devoir lire le chapitre suivant. c'est vraiment réussi, sincèrement, Cédric. Et puis on retrouve tous les sentiments humains, même Oui, la perfidie, la manipulation, quand on voit la petite exactement. fille qui manipule Victor pour l'amener à terroriser le beau-père enfin son beau-père, le mari de Oui, sa oui, mère, oui, qu'elle oui, oui, n'a pas oui, oui. accepté, c'est tout à fait. Mais moi Christian, Quelque part, c'est un petit côté génial, ce roman. Mais oui, Sincèrement, moi, Christian, je Cédric. me suis, je me suis régalé à l'écrire parce que quand je l'ai écrit, j'avais une âme d'enfant en fait. Hein. Voilà, Je me suis régalé parce que j'ai mis dans ce roman tout ce que je ne trouvais pas dans le cinéma ou dans d'autres romans, des petits faits. J'ai dit, tiens, ça c'est pas mal, je vais l'intégrer. Et puis quand j'ai décidé d'écrire ce livre,
comment dire, le dénouement, les chapitres, tout n'était pas vraiment figé, hein. J'écris un peu à la Dickens, c'est-à-dire que j'ai la trame principale, je connais le dénouement, mais après, au fur et à mesure que les pages s'obscurcissent, l'écriture, l'avantage, c'est que si quelque chose vient perturber ma trame d'origine, ben, je vais m'adapter, puis je vais le rajouter, je vais un peu saler poivrer le récit, quoi. À Et ça, tel c'est point, génial parce qu'en fait, je me laisse porter par mon enthousiasme. à tel point que je trouve que ça ferait un formidable scénario de film. Alors oui, alors ça, j'attends que ça, en fait, parce que, Ah alors, oui, ouais, je vous le dis sincèrement, tous ceux qui l'ont lu depuis 2017, sa première parution, et Dieu sait que j'en ai vendu pas mal d'exemplaires, je fais pas mal de séances dédicaces. Combien de fois on m'a dit, mais ça, il faut l'adapter au cinéma. ah oui, Aujourd'hui, avec les technologies aujourd'hui, on saurait faire facilement. Ce n'était pas génial. forcément le cas il y a 5 ans en arrière, mais aujourd'hui, ça a tellement encore évolué. Alors, Ah, j'ai eu des demandes, j'ai eu une proposition d'adaptation en téléfilm. C'était juste avant le Covid, hein, par une chaîne de production. Malheureusement, le Covid est passé par là, les projets ne sont pas réalisés et finalement, aujourd'hui, ça n'a pas été adapté encore. oui, Mais on m'en parle régulièrement et vous voyez, le fait que vous m'en parliez, Christian, je ne suis même pas surpris parce que oui, aujourd'hui, ça serait adaptable au cinéma ou en parce tout cas en que téléfilm. c'est captivant, c'est plein de rebondissements, ça a Oui. toutes les qualités pour faire un film formidable. Voilà. On peut largement le scénariser, en effet. Ah Ouais, ben ouais, oui, ouais. oui, oui. Largement. Et Largement. puis, non, moi j'ai été emballé sincèrement par ce roman, hein. Et donc, il y a une véritable saga maintenant du petit Victor. Alors oui, alors je me suis permis de vous emmener la version originale, parce que vous avez montré la version qui a été, Oui, les là, droits, voilà, les droits ont été rachetés par les là, éditions Lanor c'était en les décembre éditions dernier. Manor, voilà, Voilà, ça c'est la version qui vient de paraître dans son nouveau format, nouvelle couverture, nouveau quatrième de couverture, d'accord. nouvelle quatrième de couverture. Cette version-là est parue aux éditions Lanor le 13 juin dernier. À l'origine, alors là, vous aurez peut-être l'image à l'envers malheureusement. Non, je la vois, Hop, c'est bon, parfait, c'est c'est bon, à c'est l'endroit. parfait. Voilà. Donc là, vous avez Victor et les âmes noires, c'est la version originale, hein, c'est le récit est quasiment le même, sachant que comme il a été réédité, je l'avais retravaillé un petit peu, augmenté pour la nouvelle édition, mais le texte original, on va dire le collecteur, ceux qui ont cet exemplaire-là, c'est le collector, c'est l'original, c'est la D'accord. première édition, d'accord. Et là, donc, ce livre-là, hop, qui fait un certain nombre de pages, a donné suite parce que la dernière scène implique, c'est un rebondissement et implique une suite. Hein, au cinéma, on aurait mis à suivre ou to be Oui, oui, continued. oui. Hein. Donc, dans l'élan, quand j'ai publié le premier, la maison d'édition, devant le succès du premier, m'a dit il nous faut la suite. La suite, ça tombe bien. Je l'avais déjà dans les tiroirs parce qu'à l'origine, ce roman, les 2 premiers chapitres ne faisaient qu'un livre, Christian. Ne faisaient qu'un livre. Et en fait, quand j'ai décidé, quand j'ai finalisé l'histoire au complet, le livre unique que j'avais sous le coude, je n'ai pas envoyé l'ensemble du tapuscrit à des maisons d'édition, je n'ai envoyé qu'une partie. Je n'ai envoyé que celle-ci. Parce que je ne savais pas comment ça allait être accueilli, simplement. Hein, il y a rien que 6 ans en arrière, un sujet qui aborde la mort, l'après-vie, on s'est dit waouh. Donc, Ah, j'ai ciblé 2, 3 maisons d'édition, 2 qui m'ont répondu très rapidement en me disant on publie. mais en fin de compte, si je comprends bien, votre stratégie, c'est toujours d'avoir une longueur d'avance, Cédric, parce que Toujours, là, vous avez un toujours. autre tapuscrit sous le coude. Toujours. Donc, moi, quand on me dit je publie le premier, je veux le publier, je veux les droits, donc on signe le contrat pour la publication, j'ai déjà la suite dans le tiroir que je ne leur ai pas communiqué. Donc, je coupe à un endroit précis où forcément le lecteur va devoir s'approprier la suite parce que c'est un rebondissement qui appelle une suite. Et en gros, la chance que j'ai, c'est que je savais que la deuxième partie allait être publiée parce que je l'avais sous le coude et qu'on l'attendait. Donc cette fois-ci, la deuxième partie, je l'ai bien relu, bien retravaillé parce que là, c'était plus une supposition. Les droits étaient acquis, hein, par une maison d'édition, la même. C'est 500 éditions à l'époque, qui sont à Genève, qui a publié le premier. Ils m'ont dit on veut le deuxième. Le deuxième, il est prêt. Sachant qu'il allait être publié, je l'ai retravaillé parce que là, il y avait vraiment un réel enthousiasme et je l'aurais envoyé. Voilà. Et l'avantage, bah, c'est quand on finit le premier qui s'arrête le soir à minuit, le deuxième reprend dès le lendemain matin à 8 heures. On est vraiment dans la continuité du roman. Hein, donc le deuxième s'intitule Victor Cœur au des cœur des catacombes. catacombes. Voilà, donc là, on est dans. Plus là, il y a tout le récit. On va dans les catacombes, on descend, il se passe plein de choses. On va dans le cœur de Paris, les âmes s'éloignent. Les âmes s'éloignent du cimetière avec les conséquences qu'on C'est connaît. des âmes Le risque, imprudentes.
Voilà, le risque est énorme d'être bloqué, parce que là, ils ne sont pas en périphérie du cimetière comme dans le 1, rue Lamarck et autour. Là, les défunts vont partir dans les catacombes, donc on est dans l'ambiance des catacombes, et puis vont remonter vers l'église de la Trinité, qui est un peu plus, je crois, dans le 9e arrondissement. En fait, pour le bienfait du roman, j'ai décalé localement les catacombes plus dans le 9e, parce que le point de départ des catacombes à Paris, c'est dans le 14e, entre autres, hein. Donc, pour le plaisir du roman, c'est une fiction, je me suis un peu régalé, je me suis fait plaisir. J'ai déplacé géographiquement les catacombes là où ça m'arrangeait pour mon roman. Ouais. Donc, depuis le cimetière, en poussant une tombe, quand on rentre dans une sorte de stèle, en fait, une sorte de une petite chapelle, en fait, qui est En dans le plus, c'est cimetière. pas un problème parce qu'apparemment dans l'au-delà, il n'y a plus de distance. Il y a plus, voilà. Mais l'avantage de ce roman, c'est qu'on imagine bien qu'en rentrant dans une petite chapelle dans le cimetière, il y en a plusieurs, en plus des jolies, hein, où sont enterrés des gens à l'intérieur. Eh ben, j'ai imaginé dans le 2 que Victor rentre dedans avec d'autres défunts, entre autres, et en poussant une trappe au sol, descendent depuis le cimetière de Montmartre, depuis une tombe, descendent dans les entrailles de la terre, rejoindre les catacombes et s'éloignent, donc traversent les catacombes qu'on connaît, parce que là, après, la description des catacombes est réelle, hein, c'est encore des faits réels. On descend et on remonte à l'intérieur de la nef de l'église de la Trinité dans Paris pour aller jouer d'autres scènes ailleurs, parce qu'il y a un récit, il y a une intrigue. Donc, les personnages sont censés partir, toujours avec cette contrainte de devoir revenir avant minuit, chose délicate, hein. Et puis voilà, donc c'est en fait une course contre la montre. Et on est obligé de suivre le rythme en fait en Et permanence. justement, cette notion de course contre la montre, on la sent vraiment parce que quand on a commencé le livre, on est obligé de continuer, quoi. On va Et arriver ben au... alors bon, le challenge est réussi, comme on dit, Oui, hein. là, le Voilà. challenge est totalement réussi, hein. Voilà. Et donc les deux romans, les deux premiers sont parus, mais à l'origine, je vous dis, c'était un même roman. Donc le 2 a connu le même succès. Et là, forcément, la maison d'édition et les lecteurs m'ont dit vivement le 3. Est-ce qu'il y a un 3? Et le 3, bah, il était également dans les tiroirs, celui-ci. Alors celui-là, je l'ai Voilà. totalement écrit après, hein, dans un second temps. Voilà. C'est Victor Immortel, chapitre 3, qui lui est paru à l'automne 2020, pour être précis. Voilà. Mais Voilà. donc, il y en a encore un là, puisque sous le coude là. Enfin, qui est Alors, prêt. Voilà, on parlait du tapuscrit là. voilà. Donc, et donc là, actuellement, je suis sur plein de projets en même temps, tout le temps, j'ai toujours un petit coup d'avance. Donc, le quatrième est en cours d'écriture. Mais il a pris un petit peu de retard parce qu'entre-temps, je viens d'achever un ouvrage. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage sur mon parcours, en fait, parce que souvent, quand je rencontre des lecteurs ou des Alors, lectrices, il y a une chose que j'ai oublié de dire en vous présentant, justement, c'est que oui, vous êtes un homme de radio et que vous avez une émission consacrée à la spiritualité, entre guillemets. Donc, forcément, quand on interviewe des gens sans arrêt sur ce sujet, je pense qu'on en dégage une philosophie, hein. C'est ce qui vous est oui, arrivé, oui, c'est ce que vous voulez faire partager maintenant. oui, tout à fait. Maintenant, quand j'écris avec des connaissances que j'ai acquises entre-temps, de professionnels que je reçois Voilà. à la radio, comme Jean-Jacques Charbonnier, Stéphane Alix, Sonia Barcala, qui abordent le sujet de l'après-vie régulièrement Voilà. et qui ont des vrais vécus, eux aussi de Voilà. leur côté, des Et, vrais écrits. Et donc tout ça, oui, ça alimente mon voilà. récit. Et au départ, oui, alors, au début de l'histoire de Victor, qu'est-ce qui vous a incité quand même à écrire sur ce sujet de l'au-delà? Alors, comme tout le monde, qu'on croit ou qu'on ne croit pas à l'après-vie, tout le monde s'interroge sur la mort. Tout le monde se dit, on sait tous qu'on va mourir, on est mortel, ça c'est le postulat de départ dans la vraie vie. Et tout le monde, qu'on le veuille ou pas, sait qu'on va mourir. Donc, c'est un sujet qui intéresse tous les êtres humains. Après, il y a le postulat, le second postulat, c'est est-ce que à la mort physique, c'est terminé? Donc, on va nourrir les vers, en gros, hein, pour être poétique. Ou est-ce qu'on considère qu'il y a une après-vie? Alors, moi, je pars du principe qu'il y a une après-vie. Pourquoi? Parce que j'ai commencé jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, j'étais très cartésien, mais vraiment très cartésien. J'étais scientifique dans l'âme, hein, très cartésien. Pour moi, quand on mourait, ben, c'était hop, c'est fini, nada, il n'y a C'est plus rien fini. derrière. Voilà, c'est fini. Entre-temps, malheureusement, j'ai vécu des drames, comme tout à chacun. J'ai perdu mon frère aîné, mon frère Joël, qui est décédé en 2002. Il avait 33 ans et j'ai été très, très fusionnel avec lui. Donc, j'ai pris une gifle, il a fallu accepter. J'aime pas la notion de dire faire son deuil, parce qu'on ne le fait jamais, son deuil, quand on perd un frère ou un enfant, par exemple. Donc, on vit avec. Simplement, on essaie de surmonter, ça s'appelle la résilience, hein. Donc, Dorothée Lerin en a très, très bien parlé dans son livre, consacré au chemin de la résilience.
Euh, il faut vivre avec, voilà. Et puis, à un moment donné, comme tout le monde, bah, la mort, c'est un sujet qui ne me fait pas peur en soi. Je n'ai pas de problème avec la mort. Je me suis intéressé, j'ai entendu parler d'après-vie, d'expériences de mort imminente, des sujets qui ne m'interpellaient pas forcément avant. Limite, je pensais que ces gens-là qui parlaient de ça, c'était un peu des illuminés. Voilà. Mais quand on commence à s'intéresser au sujet, on s'aperçoit que les expériences de mort imminente, ce n'est pas une, deux, trois personnes qui en parlent, c'est des millions à travers les âges depuis l'Antiquité. On a des témoignages qui remontent à l'Antiquité, de Socrate, de Platon, dans des écrits qui font allusion aux EMI, aux expériences de mort imminente. Donc, moi, je me suis dit à ce moment-là, parce que je suis très cartésien, mais en même temps, je suis ouvert d'esprit, je me suis dit, si plusieurs personnes parlent d'expériences de mort imminente, des gens qui ont côtoyé la mort, où il y a eu arrêt cardiaque et encéphalo plat, des gens qu'on a ramenés à la vie, parce qu'aujourd'hui, comme dirait Jean-Jacques Charbonnier, depuis 50 ans, on arrive avec des techniques, soit chimiques ou soit par manipulation, à ramener des gens dont le cœur s'est arrêté et dont le cerveau n'a pas été abîmé. Donc, des gens qui prétendent avoir vécu une expérience imminente et qui nous la racontent. Et quand ces personnes-là, quelles qu'elles soient, racontent une histoire qui se ressemble de manière très troublante, quel que soit l'âge, le sexe, la nationalité de la personne, l'époque, Oui, deux pays. on peut pas dire, voilà, on peut pas dire que ces gens-là, ces millions de personnes à travers les âges, on peut pas dire que ces gens-là sont tous des illuminés, parce que ça serait nous qui serions là vraiment Dans le déni. dans le déni total, exactement. Donc je dis, bon, si ces témoignages reviennent régulièrement, qu'ils ont une telle similarité, il faut peut-être ouvrir un intérêt, enfin en tout cas les entendre, les écouter, les écouter. Et j'ai décidé de fouiller un peu dans ce sens-là. J'ai découvert les écrits de Raymond Moody, forcément, hein, dont le livre est publié en France en 75, La vie après la vie, Life After Life. Donc, passionnant. Et puis derrière, bah forcément, quand on lit Raymond Moody, quelques années après, plus contemporain, on a Jean-Jacques Charbonnier, on a Stéphane Alix, on a tous les autres, tous les autres. On a tous les écrits aussi de certains médiums que vous connaissez tous, Dominique Vallée, bon, je voulais pas vous le Oui. solliciter, Florence Hubert. Mais voilà, donc ces gens-là abordent le sujet et on se dit, en plus le sujet, on en parle de plus en plus, les scientifiques s'ouvrent au sujet. Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste réanimateur de formation. Bien sûr. Voilà, il y a aussi le témoignage de Eben Alexander, qui a écrit également, qui a vécu une expérience de mort imminente. C'est un imminent scientifique américain. Donc, forcément, mon intérêt, je suis curieux de nature, a été dans ce sens-là, de m'intéresser au sujet, d'ouvrir la porte. Voilà. Et puis, puisque j'ai ouvert la porte, et puisqu'il existe la médiumnité, des gens qui ont la faculté de communiquer avec l'au-delà, ça veut dire que les gens qui nous quittent au moment de leur décès sont dans un autre monde, sont ailleurs. Donc, si les médiums arrivent à communiquer avec eux, ça veut dire qu'éventuellement, tout le monde peut communiquer avec eux. Ce qu'ils confirment d'ailleurs. Tous les médiums vous diront que ce n'est pas un don qu'ils ont, c'est une faculté. C'est une faculté, c'est quelque chose qui s'est développé, qui est apparu à un moment donné. Florence Hubert, suite à un accident de plongée, qu'elle a développé cette faculté. Il y en a qui l'ont depuis la naissance, qui ne la maîtrisent pas. Et il y a des très beaux romans là-dessus, celui de Laurent Esnault, il n'y a pas longtemps, qui est paru, qui traite du sujet de l'enfance, du médium enfant. Donc, c'est passionnant. Et donc, à un moment donné, ben, je me dis, si on peut communiquer avec l'au-delà, donc ça veut dire qu'il y a peut-être moyen, quelle que soit la personne, quelle qu'elle soit, de provoquer des contacts. Et puis, quand on creuse le sujet, on tombe sur les fameuses synchronicités de Carl Gustav Jung. Voilà. Donc, en fait, le sujet est tellement passionnant Eh oui, pour ceux qui veulent s'ouvrir d'esprit, bien j'entends. sûr. C'est tellement passionnant qu'on ne peut pas rester, comment dire, insensible à cette thématique-là, de la Après, question de qu'est-ce qui se passe après. c'est forcément le début d'une recherche. C'est ce que vous avez fait. Exactement. Et puis donc, quand j'ai commencé à lire sur le sujet, ben, moi, je suis monté à Paris, je suis né à Montmartre. Donc, j'ai été faire mon petit tour, comme d'habitude, vers le Sacré-Cœur, derrière, tout ça, partout. Et puis, je suis passé au cimetière que je connaissais à l'époque de nom, hein, il y a 15 ans en arrière. Je n'étais jamais vraiment rentré dedans. Là, je suis rentré, j'ai découvert ce lieu romantique, pittoresque, en tant que touriste. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer ce scénario, en fait, ce récit qui permet d'associer le monde des vivants au monde des défunts. Et, sincèrement, merci d'avoir eu cette inspiration, Cédric. Hein. Et puis alors, tout à l'heure, avant qu'on enregistre là, vous m'avez dit que vous en avez même eu des preuves de... Oui, oui, parce que j'en reviens donc à cette médiumnité. Moi, je ne suis pas médium, hein, mais par contre, les médiums disent qu'on a tous cette faculté, il suffit de la développer. En fait, pour faire simple, c'est comme les sportifs ou les grands musiciens.
on peut tous apprendre la musique, on peut tous faire du sport à haut niveau. Par contre, dans le football, il n'y a qu'un Lionel Messi. Dans le passé, il y a eu un Maradona, il y a eu un Michel Il y Platini a en un France. Mozart, Voilà, oui. tout le monde ne sera pas un Maradona, tout le monde ne sera pas un Lionel Messi. Pareil pour la musique, hein, on peut être très très bon musicien. Par contre, il y a eu un Beethoven, il y a eu un Mozart et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tous cette faculté de développer la médiumnité, d'être un canal. Par contre, tout le monde ne va pas vraiment la développer, avoir cette clairvoyance, cette clairaudience. C'est-à-dire, les choses, si ce n'est pas vraiment inscrit dans notre ligne des possibles, un enfant qui est doué pour la musique, si c'est pas inscrit dans sa ligne des possibles, qui devienne Mozart, il peut prendre des cours toute l'année, tous les jours, il sera jamais Mozart pour autant. Ouais, je pense que vous avez raison. Je pense qu'on peut dire ça. Voilà, on a beau essayer. Donc moi, personnellement, je ne suis pas Mozart en musique, je suis encore moins Michel Platini pour ce qui nous concerne en France au Enfin, football. en écriture, c'est déjà très très bien. Mais en écriture, je me débrouille. Je me débrouille par rapport à mes scénarios, tout ça, à mes Et récits. en Mais radio aussi. à la radio, je me débrouille très bien aussi. Mais après, je me suis dit à un moment donné, bon, écoute, si on peut contacter avec si on peut rentrer en contact avec l'au-delà, je vais tenter l'expérience moi-même. Donc, mon frère est décédé en 2002. Voilà, j'ai dû vivre avec, comme on dit. Donc, c'est une peine que j'ai à l'intérieur de moi pour toute ma vie, parce que mon frère, je ne peux plus le prendre dans mes bras. Voilà. Et à plusieurs reprises, je me suis adressé à lui. Je dirais, mais comme tout le monde, quand on perd quelqu'un, des fois, on espère qu'il nous entende, hein. Donc, j'ai parlé à mon frère et des fois, moi, je suis allé jusqu'à lui demander un signe, simplement. Je lui ai demandé un signe. Donc, j'ai dit, Joël, écoute, si tu es là actuellement, envoie-moi un petit message. En gros, prouve-moi que tout ça, c'est pas de la foutaise, quoi, hein, excusez-moi du terme. Et quand on a, dans les secondes qui suivent, un événement euh, qui est, qui est vraiment significatif, qui répond à cette attente, euh, c'est très perturbant. C'est très perturbant parce que des fois, il y a des contextes dans lesquels je me disais, c'est impossible que là, il y ait quelque chose qui se passe. Et pour autant, il y a eu un événement qui me ramenait forcément à lui et qui ne pouvait être que mon frère. C'est-à-dire qu'il y a la notion de coïncidence et il y a la notion de synchronicité. Hein, pour faire simple, la coïncidence, c'est ce que tout le monde connaît. C'est vous pensez à votre frère, il vous appelle à ce moment-là. Bon, voilà, coïncidence. Quand on s'adresse à un défunt, quand on sollicite un événement et qu'il se produit, on peut parler de coïncidence. Mais en fait, c'est quoi à côté de ça la synchronicité? La synchronicité, en fait, c'est une coïncidence qui a une signification pour celui qui la sollicite. C'est un message. C'est un message de l'au-delà, souvent, c'est un événement. Donc, moi, quand je sollicite un geste, quand je sollicite mon frère, si je reçois un message, mon épouse ne va pas comprendre le message, elle n'aura pas la signification. Pour elle, ce sera une coïncidence. Pour moi, par contre, en revanche, le message que je vais recevoir, il va prendre sens. Il va prendre un sens particulier. C'est ce qu'on appelle une synchronicité. Hein, il y en a certains auteurs qui en parlent mieux que moi et qui ont vraiment fait des Non, belles mais expériences là-dessus. les choses sont Donc, claires. je vous invite à lire les ouvrages de, qui s'appelle Romuald Le Terrier, entre autres, et de Morisson, qui sont exceptionnels sur le sujet. Donc, ils en parlent très, très bien. Et pareil, Philippe Guimand, entre autres, de synchronicité. Voilà. Lisez leurs livres, franchement, vous allez vous régaler. Voilà. Donc, moi, j'ai tenté l'expérience et j'ai eu des réponses. J'ai eu des réponses qui m'ont perturbé et que je ne pouvais pas attribuer au hasard. Je ne pouvais pas attribuer à une simple coïncidence. Parce que non seulement j'ai vécu des faits troublants, mais j'en ai également conservé pour certains des preuves matérielles qui ont pu être attestées par des gens qui étaient à côté de moi, en me disant, ah oui, là, c'est pas possible, c'est pas le hasard, c'est pas une coïncidence. Il y a vraiment un message de l'au-delà. Voilà. Après, j'ai des exemples à vous donner, Christian, si vous voulez. Oui, ben, volontiers, je pense que ça va intéresser les gens qui nous regardent. Alors, un exemple très concret, c'est pas si vieux que ça. Parce que, alors, pareil, j'insiste sur un fait. Mon frère est décédé il y a 20 ans, en 2002, plus de 20 ans. Donc, je ne suis plus dans le deuil comme je l'étais dans les mois qui ont suivi. J'ai pris de la hauteur sur tout ça, hein. J'ai beaucoup lu, j'ai pris de la hauteur. Donc, je suis plus dans une sensibilité au point de demander des signes tous les jours. Parce que c'est vrai que des fois, on sollicite des Oui. signes, on peut voir des signes de partout. D'accord? Moi, ce n'est pas mon cas, hein. Ça m'arrive de temps en temps, à un événement particulier, je pense à mon frère, je lui dis, tiens, fais-moi un petit coucou, un petit clin d'œil si tu es là. C'est dans ce contexte-là que se sont passées mes synchronicités. Hein, ce n'est pas quelque chose que tous les jours j'ai tenté un acharnement. Un exemple concret, enfin un des exemples qui m'a vraiment le plus perturbé, c'est qu'un jour, je suis allé voir ma maman, qui est veuve, hein, qui vit seule, et je suis allé la voir le jour d'anniversaire de mon frère. Je crois que c'était
le 22 novembre. Alors, je ne sais plus en fait si c'est le jour de son anniversaire ou le jour de l'anniversaire de sa mort. J'ai un doute. Mais je crois que c'était plutôt l'anniversaire de sa mort, en fait, il me semble. C'était il y a 2-3 ans, mais dans l'année en question, je ne sais plus si c'était l'une ou l'autre. Je suis allé voir ma maman qui vit seule le jour d'anniversaire de mon frère. Et forcément, on a parlé de Joël. On a parlé de Joël, les souvenirs qui nous réunissent ensemble, tout ça. Et quand j'ai pris la voiture pour retourner chez moi, je traverse à ce moment-là des chemins de campagne, des routes de campagne. J'habite dans le Nord-Isère, près de Lyon. C'est la campagne. Et là, bon, bah, j'étais dans les souvenirs de ce qu'on avait échangé avec ma maman. Donc, j'étais un petit peu dans un état voilà, un peu de tristesse, on va dire. Je roulais tranquillement, j'avais mis la radio pour écouter la musique, route de campagne, il faisait beau, ciel bleu, magnifique, des champs à perte de vue, donc vraiment très très beau cadre. Je roulais comme ça. Et puis dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, j'ai dit tiens Jojo, si tu penses à toi, si tu penses à moi, pardon, Joël, je l'appelais Jojo, Jojo, si tu penses à moi, je lui ai dit là, tiens, j'en ai besoin aujourd'hui, envoie-moi un signe. Voilà. Mais vraiment, si tu es là, si tu m'entends, si vraiment il y a quelque chose, envoie-moi un truc. Et je conduisais sur une route, c'est des routes sinueuses de campagne, hein, comme on les imagine bien. Il faisait beau, ciel bleu, tout ça, des champs à perte de vue. Je dis là, s'il doit se manifester, je ne sais pas comment il va faire. Hein. J'écoutais la musique. Dans l'élan, dans les secondes qui ont suivi, je change machinalement de station, chose que je fais tout le temps quand il y a des pubs. Je change de station. Je tombe sur le titre de Jean Schultes des années 80, Confidence pour confidence, qui commence à ce moment précis quand je change la station. Cette chanson, Christian, c'est la chanson que j'écoutais avec mon frère Joël, adolescent, en boucle dans sa chambre. On Ouais. connaissait les paroles par cœur à l'époque, Il ne peut pas j'avais y 12 avoir de ans. doute. Voilà, donc, alors, cette chanson, pour moi, elle a vraiment une signification. C'est la chanson que j'interprétais, que je chantais quand j'étais ado avec mon frère Joël, qui avait quelques années plus que moi. On chantait ça dans sa chambre à l'époque, tout ça. Et c'est vraiment Bien symbolique sûr, de notre relation qu'on bien avait à sûr. l'époque. Et c'est une chanson qui est symbolique pour tous les deux. Je Voilà. change de station machinalement dans l'élan de ma question. Je tombe sur le titre qui commence sur une radio sur laquelle j'appuie au hasard. Quelle était la probabilité que je tombe sur Jean Schultes, confidence pour confidence? Non, non, absolument. On, C'est un signe très fort. voilà, on en convient que c'est pas My Way de Claude François qui est diffusé toutes les minutes dans le monde. Jean Schultes, confidence pour confidence. Donc, je dis, quelle était la possibilité pour que cette chanson passe à ce moment-là précis, dès les premières Non, non, notes, absolument, à absolument. la radio? Il y a des millions de chansons. Absolument. Pourquoi celle-ci? Voilà. Voilà. Alors, Et non seulement il y a des millions de chansons, mais vous avez appuyé à l'instant la chanson. j'ai formulé ma Oui. demande à Joël en espérant une réponse hypothétique vu le cadre dans lequel j'étais. Machinalement, comme toute personne qui conduit, il y a des pubs, je change de station dans Voilà, les vous secondes qui êtes suivent. connecté à l'instant T. Exactement. Alors, hasard, pas hasard, je ne crois pas Non, au hasard. on peut plus s'appeler Hein. hasard, mais ça signifie Coïncidence. bien qu'il n'y a pas qu'au cimetière de Montmartre que la vie continue. Hein. Mais oui, voilà. Et donc, tout Voilà. Hein. D'ailleurs, ce fait-là, quelque part, moi, m'a perturbé. Je ne vous cache pas que sur le moment, ça m'a fait monter un peu les sanglots parce que je me dis, Jojo, t'es là, super. ouais, Parce que ça a tellement une signification pour moi, ce titre, que ça ne pouvait qu'être qu'une réponse de Joël. Ça ne pouvait bien qu'une réponse de sûr. Joël. Voilà. Voilà. Autre synchronicité beaucoup plus récente que je relate dans mon dernier ouvrage là, que j'ai envoyé en maison d'édition, puisque c'est un ouvrage qui retrace mon parcours, cette synchronicité très perturbante que j'ai vécue en mai 2022, où je suis monté à l'Ascension avec mes 2 filles et ma femme sur Paris, parce que moi j'habite Lyon, donc maintenant, près de Lyon. Je suis monté à Paris, puis forcément on va visiter les monuments classiques, puis papa il est né à Paris, j'ai grandi à Paris. Donc j'ai emmené mes filles visiter 2-3 petits coins sympas, et forcément Montmartre est incontournable. Donc je suis monté à Montmartre, et puis je leur ai dit, tiens, je vais vous montrer où papa habitait, enfin où mes parents habitaient, leurs grands-parents, quand je suis né. Donc, je suis né à l'époque dans le 17e arrondissement de Paris, donc tout près de Montmartre. Et mes parents habitaient juste à côté, dans le 9e, près de la rue de Clichy, dans un immeuble haussmannien en dernier étage, sous les toits en ardoise, comme on les imagine bien à Paris, avec une petite vue dissimulée sur le Sacré-Cœur au loin. Voilà, donc moi, quand mes parents m'ont conçu, quand je suis né, ils habitaient là-haut, au dernier étage. Hein. On était en 74, il y a 50 ans bientôt. Et donc, ils étaient là-haut. Et donc, j'emmène mes filles visiter l'endroit où en gros, j'ai poussé mes premiers cris et j'ai vécu mes premiers instants avec mes parents et Joël, qui était né. Oui. Joël était né. Donc, j'arrive devant l'immeuble, devant l'allée de l'immeuble.
en bas de cet immeuble haussmannien, dans la rue Jules Lefebvre, pour être précis, qui est perpendiculaire à la rue de Clichy. Et là, je dis à mes enfants, vous voyez, bah, quand je suis né, papy, mamie, ils habitaient là-haut, au dernier étage. C'est rigolo, mais pour moi, c'est toujours une forte émotion de revenir à un endroit où j'ai pas de souvenir en soi, parce que j'étais bébé, mes parents ont Oui, très vite quitté les lieux. Mais Joël était né, il était là, il s'occupait de son petit frère qui venait d'arriver, il avait 5 ans, on a 5 ans d'écart avec mon frère. Et donc, forcément, j'étais là, et mes enfants en pleine question, la rue Jules Lefebvre, et là, machinalement, je suis devant ça, et j'ai dit à mon frère Joël, Jojo, regarde où je suis. c'est le moment. Je suis là, regarde où je suis, je pense à toi, je suis là, je peux pas ne pas penser à toi, je pense à toi. Et puis, petit coucou, ben, si tu es là, fais-moi un petit signe. Mais voilà, mais vraiment, j'ai comme la première fois lancé cette petite bouée en espérant sans plus de réponse, quoi. On a quitté les lieux au bout de quelques minutes, pour moi surtout de recueillement, et puis on a remonté en contresens la rue Jules Lefebvre qui fait 200 mètres de longueur, elle n'est pas très longue, hein, 150 mètres, 200 mètres. Et en fait, quand on remonte la rue Jules Lefebvre pour rejoindre la rue de Clichy, le trottoir de droite, c'est un trottoir où il n'y a pas de véhicules, et sur le trottoir de gauche, il y a des véhicules garés en file indienne. On monte sur le trottoir côté véhicule, parce qu'après on allait tourner à gauche au bout de la rue pour monter vers le Moulin Rouge. Donc je remonte la rue, et là, entre la file des voitures, je vois un container bleu, un container bleu, hein, un container comme on en voit régulièrement qui vont dans les entreprises pour être déchargés. Un petit container bleu, garé, posé, en tout cas, posé entre la file des véhicules, avec une sorte de barrière autour. À mon avis, il devait y avoir du matériel dedans pour les gens qui s'occupent de la voirie. On arrive à proximité de ce container-là. Le container est tout bleu, il faut bien imaginer tout bleu. Sur la porte du container, à l'endroit où on l'ouvre, donc j'étais au cul du container, comme on dit, un écriteau blanc, mais imposant, sur la porte, hein, marqué sur l'écriteau blanc, Joël. Joël. Oui, Alors là, moi, je n'avais pas vu tout de suite. C'est ma femme qui me dit ça, regarde, j'ai qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, regarde. Et là, j'ai bugué, mais parce bien que ça sûr. m'a. Un container, on se demande ce qu'il fout là, Oui, avec un écriteau blanc sur la porte, avec un prénom inscrit dessus. Il y a des milliers de prénoms marqués Joël. on en est presque à se demander, au niveau à l'ère de la physique quantique, s'il existait avant votre demande. Mais oui, alors vous qui êtes passionné de physique quantique, Oui, Christian, mais oui, forcément, oui, les couches hein, de temps, les strates sont superposées. Il n'y a pas de exactement. présent, il n'y a pas de futur. C'est Mais un- on a la ouais, réponse dans ce cas-là. Moi, je vois Joël marqué là. Alors, pareil qu'avec Jean Schultes. voilà, Quelle était la probabilité qu'il y ait une plaque avec un prénom inscrit sur un exactement. container? Je n'ai jamais vu de ma vie. J'en Voilà. ai vu des containers. J'étais On n'a étudiant, jamais vu de prénom dessus, hein. j'ai bossé dans des entrepôts l'été quand j'étais étudiant pour me faire de l'argent pour payer mes études. J'ai déchargé des containers. J'ai jamais vu un prénom Absolument. Hein. estampillé sur une porte. Jamais. Je vois non seulement un prénom, mais le prénom que je vois, c'est pas Christian ni Cédric, c'est Joël. Le clin d'œil de dingue. Je l'ai eu ma réponse. Il était là, il était avec moi ce Absolument, jour-là. c'est magnifique et un grand merci, Cédric, pour ce beau partage. Bah, voilà, Hein. alors ma réaction dans ce cas-là, parce que là j'ai une preuve matérielle de dingue. Comme tout à chacun, c'était il y a un an, j'ai mon portable dans la poche, j'ai pris la photo de la rue, du bâtiment, parce que j'avais pris les photos avant de l'immeuble pour garder le souvenir, hein. Et puis en remontant le trottoir, ce container, j'ai dit attends, je vais prendre une photo parce que personne ne me croira jamais. Bon, ma femme était présente, mes filles Oui, aussi. oui. Mais je prends la photo et le soir même ou l'après-midi même, je ne sais plus quelle heure, il faudra vérifier, je mets un petit post, comme j'ai une page Facebook, je mets un petit post daté de mai 2022, mais il suffit de remonter le fil de l'historique, hein. Vous verrez les photos, parce que moi, Bien sûr. ça m'a tellement Touché. déstabilisé que j'ai pris les photos, je les ai mises en ligne en disant, regardez, parce que j'ai vécu aujourd'hui une synchronicité de dingue, avec une preuve matérielle. C'est plus qu'une synchronicité, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu, c'est même mon épouse qui m'a dit ça, regarde. Et j'ai pris les photos. Les photos sont en ligne à la date du 22, du 26 mai, je ne sais plus. Derrière, les gens avaient mis certains commentaires, ceux qui me suivent. Ceux qui veulent remonter le fil d'actualité, remontez au mois de mai 2022. Vous verrez les photos avec cette porte, ce container avec l'inscription Joël sur la porte. Et puis au-dessus de l'inscription, on m'a fait remarquer aussi, je n'avais même pas vu pour dire je ne cherche pas des réponses partout. Au-dessus du prénom de mon frère, il y a une série de chiffres, une dizaine de chiffres, dont les chiffres, je dirais, limite tous dans le désordre, mais les deux derniers sont 68, c'est la date de naissance de mon frère, l'année de naissance.
Alors, on y met la signification qu'on veut, Et ça en hein, rajoute encore. peut-être un gros hasard, ça aurait pu Oui, être oui, mais enfin, 54, hein, mais non, ça fait beaucoup d'un coup. mais oui, Ça fait ça fait beaucoup d'un beaucoup. coup. Hein. Donc, mon frère est né le 22 novembre 68. Il y a du 2 partout. Il y a un 0. Voilà, je n'ai pas trop de signification. Je ne peux pas lui en donner. Par contre, les deux derniers chiffres sont 68. Les deux derniers chiffres, c'est l'année de naissance de mon frère. Donc, eh ben là, je ne vous cache pas, Christian, que quand j'ai sollicité mon frère dans l'au-delà, comme j'avais vécu des expériences dans le passé, je savais que j'arrivais à communiquer avec lui, que j'avais des preuves très, très. Je dirais, juridiquement, on appelle ça des preuves irréfragables. C'est qu'on ne peut pas retourner le sens de la preuve, c'est indiscutable. Hein. Voilà, quand j'ai cette synchronicité-là que je provoque et j'ai ce message-là, Bien sûr. vous voyez comme c'est perturbant parce que là, je ne peux pas douter aujourd'hui d'une vie après la vie. Un Et grand. ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je relate dans mon livre avec des images à l'appui, des photos. Quelques temps avant, je m'étais garé quelque part en voiture. Et il faisait beau, c'est pareil, c'est au mois de juin. Je m'étais garé en voiture. J'avais entre deux rendez-vous, j'avais un petit peu le temps. Je me gare en voiture. Là, je mets un peu la musique. Entre deux rendez-vous, j'ai le temps. Je vois la vitre, il fait beau. Je mets la musique pour me détendre. Je baisse un peu le fauteuil conducteur. Et pourquoi je dis, tiens, Jojo, il fait super beau et tout. Si t'es là, fais-moi un petit clin d'œil. Mais pareil, voilà, Oui, oui. fais-moi un petit clin d'œil. Dans la seconde qui a suivi, mon regard a été attiré par les battements d'ailes d'un papillon, un monarque, qui s'est posé sur mon rétroviseur et qui est resté posé sur le rétroviseur pendant, je dirais, près d'une minute ou 2 minutes. Un beau monarque sur mon rétroviseur de ma voiture qui s'est posé. Alors, pareil, je ne sais plus, c'était il y a un an ou deux, c'était au printemps, au mois de juin, je crois. La photo est sur Facebook, le papillon posé sur mon rétroviseur. Le papillon, quelle est la symbolique du papillon? C'est l'après-vie, c'est le messager de Absolument, l'au-delà, absolument, c'est la absolument. renaissance. Voilà. La Renaissance. Alors oui, c'est le hasard, un papillon qui se pose quelque part en voltant, il se pose sur un... Voilà. Mais bon, là, c'est tellement également... Ça a tellement pris de sens pour moi en termes de Ah. synchronicité. J'ai pris la photo, elle est sur le site. Pareil, j'ai une preuve matérielle que je ne l'ai pas imaginé, le papillon. Tout cela explique pourquoi vous avez eu l'intelligence et la sensibilité pour écrire aussi bien ce beau livre. Oui, bah, ça m'a forcément amené à avoir cette profusion d'idées pour le récit. Et puis, c'est ce qui m'a forcément amené à un moment donné, quand j'étais animateur radio, de créer l'émission Ici et Maintenant, euh, qui aborde ces sujets-là, simplement, parce que c'est des sujets qui me passionnent. Et puis, comme je ne suis pas le seul passionné, tous les invités que je reçois sont des passionnés. Bien sûr. Donc, on aborde pas que ce sujet-là de l'après-vie, on aborde tous les sujets, les médecines non conventionnelles, là j'ai abordé dans quelques jours avec Jean-Claude Bourret les ovnis. C'est un passionné d'ovnis, Jean-Claude Bourret. Absolument, absolument. Voilà, moi personnellement, les ovnis, c'est De grande comme valeur. les ovnis, je vous dis sincèrement, les ovnis, j'ai eu du mal à aborder le sujet parce que comme beaucoup de personnes, je me suis dit, ça, c'est vraiment des témoignages. Souvent, on a réussi à prouver que c'était des gens qui avaient un peu trop arrosé la soirée. Voilà. Mais Pas ceci forcément. dit, mais pas forcément, pas forcément. La preuve, on a des vrais témoignages, on a des choses, on sent qu'il y a des choses, tout n'est pas dit. Les gouvernements ne disent pas tout. Non. Il y a des vrais témoignages de gens qui ont la légitimité de témoigner. Et quand Jean-Claude Bourret, qu'on connaît tous, parle, depuis 40 ans, il est passionné par le sujet, parle d'OVNI, il écrit sur le sujet, moi, je tends l'oreille, parce que Jean-Claude Bourret, c'est pour moi quelqu'un, c'est un Intègre. journaliste, il a une légitimité. Et là, je me dis, bon, je vais faire un peu comme le sujet de la spiritualité. J'étais très cartésien il y a 20 ans en arrière, j'ai su évoluer, m'ouvrir à la spiritualité. Je serai le premier des idiots à fermer la porte à la thèse OVNI. Ok. Donc, dans mon émission, je vais aborder ce sujet-là, pas pour me convaincre, parce que la porte est ouverte, hein, mais pour justement voir ce que pense quelqu'un qui est passionné, qui a fait des enquêtes, qui a des témoignages et qui va pouvoir justement partager avec nous ses connaissances. Un grand merci, Cédric. Je pense que pour terminer, pour conclure, on va pouvoir reprendre une phrase de Victor. Un moment, vous lui faites dire, il y a une vie après la vie, si seulement les humains pouvaient se douter de cela. Ouais. Hein, il est vrai que ça changerait beaucoup de choses. Hein, Ben, si tout le monde, si tout le on monde se apaiserait doutait de vraiment le cela. deuil de certains. On apaiserait Voilà. le deuil de Hein, certains, voilà. sachant qu'on va à un moment donné partir Et rejoindre ceux qui puis sont partis. Ouais. aussi, ça changerait des comportements au Oui, quotidien. Hein. tout à fait. Tout à Voilà, fait. un Tout à fait. immense merci.
Cédric. Bah, Je pense merci que Christian de vraiment tous m'avoir les gens qui reçu. vont vous écouter vont être Ouais. très heureux. Et ceux, je me permets, ceux qui veulent revivre ces synchronicités, parce il y a eu plusieurs autres, et puis j'ai la chance, je considère que c'est une chance, de pouvoir partager d'autres choses qui me concernent dans ce livre-là. C'est mon parcours, hein, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis devenu. C'est les rêves lucides. C'est ce qu'on appelle aussi, je vis régulièrement, j'ai découvert ça récemment, je n'avais pas mis de nom dessus, les états hypnagogiques. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, C'est certain. allez voir. Voilà, donc ce livre-là, Le Tapuscrit, je l'ai envoyé il y a 2-3 jours à des maisons d'édition qui traitent du sujet, entre autres de ces sujets-là. J'attends qu'on me dise Banco, on publie. J'ai aucune prétention. Bon, Donc je fais comme mais tout le monde, je fais toujours le cheminement l'univers habituel. va répondre à la demande. Voilà. Donc voilà, soyez patients. Victor, chapitre 4 est en cours d'écriture. La trilogie est en vente. Le premier chapitre a été réédité en juin. Donc, il est disponible dans toutes les librairies, dans tous les pays francophones. Le mieux, souvent, c'est de passer directement, si vous ne le trouvez pas en magasin, ma foi, c'est d'aller sur le site de l'éditeur. Vous gagnerez du temps, parce que c'est lui qui approvisionne les autres. Donc, vous gagnerez du temps. Et puis, ceux qui me suivent, eh ben, je suis au micro de Radio Couleur Lyon tous les mois avec des invités qui abordent ces sujets-là, qui sont vraiment passionnants. Merci et bravo, Cédric. Merci, Christian, de m'avoir reçu. Merci Merci. infiniment. Merci, Christian.